j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être en fait mon classement pour le PLIB 2021. Donc comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, je fais partie du jury du PLIB 2021. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le PLIB, en gros c'est le prix littéraire imaginaire Booktube. Donc pour la session 2021, on prend obligatoirement des livres du domaine de l'imaginaire qui sont sortis en 2020, qui sont obligatoirement des premiers tomes et on sélectionne et qui sont francophones aussi, j'ai oublié de le dire. Et le but c'est de d'élire entre guillemets celui qui mérite de recevoir le prix en fait. Donc on a plusieurs étapes, on a une présélection de 25 livres à choisir parmi une énorme quantité de livres qui sont sortis en 2020. Ensuite, une fois que ces 25 présélectionnés sont choisis, il va y avoir une deuxième sélection de 5 finalistes. Et une fois que les 5 finalistes sont sortis, on a obligation de les lire et de voter pour son préféré. Donc voilà, aujourd'hui je suis là pour refaire une vidéo globale où je classe en fait les 5 finalistes, où je vous donne en fait mon résultat final en fait pour le PLIB. On a jusqu'au mois d'octobre, si je ne dis pas de bêtises, pour voter. Donc c'est noté dans mon agenda, donc normalement il n'y aura pas de souci, j'irai voter. Mais la vidéo récapitulative, j'aurais pu la faire plus tard. Si je vous la fais cette semaine, c'est essentiellement parce que en ce moment dans ma vie, il y a des choses particulières qui sont en train de se passer qui font que la lecture passe au second plan. Donc je voulais vous faire un update lecture et honnêtement ça va pas être possible. Et comme de toute façon cette vidéo récapitulative, il faut que je vous la fasse, je me dis vaut mieux que je la tourne maintenant que c'est encore relativement frais dans ma tête en fait. Je vous cache pas que je suis allée relire quasiment l'intégralité de tous les résumés des 5 pour être sûre de pas trop vous dire de bêtises. Je suis allée revoir un petit peu ce que j'avais noté dans mes carnets par rapport à mes avis, même si globalement je sais dans quel ordre je veux les classer en fait. Mais voilà, on va faire ça maintenant, ce sera fait et tant mieux. Et donc introduction encore une fois beaucoup trop longue, donc on va commencer tout de suite. Donc, les 5 finalistes, je vais déjà vous les présenter globalement, sans ordre particulier, pour vous faire quand même un résumé, vous dire globalement ce que j'en ai pensé, et puis après on fera le classement en partant de 5 pour aller jusqu'au premier en fait. Du coup, on va commencer par Rouge de Pascaline Nolotte, que j'ai aux éditions Gulfstream, oui c'est ça, dans leur collection électrogène. Alors le reflet est pas terrible. Honnêtement, l'objet livre est relativement beau. Je suis pas excessivement fan de la couverture, mais j'adore la tranche comme ça. Globalement, pour ce roman-là, c'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge qui fait en fait, il y a quelques clins d'œil à d'autres contes. Et on va suivre Rouge, qui est une jeune fille qui est née avec une tache en fait de couleur rouge sur le visage et toute la moitié du corps en fait, plus une petite boursouflure au-dessus du sourcil. Du coup, le village dans lequel elle vit en fait considère que c'est parce que sa mère a fauté avec le diable et que c'est pour ça en fait la marque, c'est la marque du diable. Donc personne ne doit l'approcher, personne ne doit la toucher de peur d'attraper en fait son mal, ce qui est complètement stupide, mais bon, bref. Voilà, et en fait il se trouve que dans la forêt à côté de ce village là il y a une sorcière qui y habite, et les filles de ce village là, enfin les jeunes filles, lorsqu'elles ont leurs premières règles, elles doivent aller voir la grand-mère, donc la sorcière, pour enfin elles sont obligées d'y aller en fait. Dès qu'elles ont leurs premières règles, elles y vont et elles ne reviennent jamais au village. Les habitants n'ont pas le droit de s'enfuir de ce village là, c'est une malédiction en fait. Et voilà, on va suivre Rouge qui, en fait, au tout début de l'histoire, va avoir ses premières règles, donc va devoir aller voir la grand-mère. Le village est super soulagé et en gros, voilà, on va suivre ce qui se passe. On va suivre vraiment ce qui s'y passe chez la grand-mère, puisque les filles ne reviennent jamais, mais on ne sait pas ce qui s'y passe. Donc en gros, voilà.
Il est très 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 difficile à lire, c'est très violent, il y a des scènes vraiment très dures à lire, c'est vraiment pour un public averti et on peut pas se dire c'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge donc mes enfants peuvent le lire. Honnêtement non, clairement pas. Je pense qu'il faut être même adolescent, je dirais bien non, je dirais jeune adulte. C'est pour des jeunes adultes, voilà. Mais à côté de ça, c'était une excellente lecture pour moi. J'ai eu besoin d'en parler énormément à mon chéri, je lui ai tout spoilé parce que on est sur une souffrance physique, sur une souffrance psychologique et sur une accumulation en fait. À chaque fois qu'on est sur quelque chose de terrible qui se passe, et ben c'est encore pire la fois d'après alors qu'on pensait qu'on était déjà au taquet. Et voilà, en fait j'ai adoré, j'ai trouvé cette réécriture super intéressante, super bien faite. Les retournements de situation, je les voyais venir qu'à la toute fin en fait, ou voire pas du tout pour certains retournements. Enfin voilà, c'était vraiment vraiment bien. Et voilà, donc Rouge, clairement, ça a été un énorme coup de cœur. Je suis très très heureuse en fait d'avoir pu le lire en fait. Le fait de participer au PLIB, bah ça m'a fait le lire. Peut-être que je l'aurais jamais lu. Enfin d'ailleurs je l'aurais jamais lu. Au vu de la couverture en fait, il m'intéressait pas plus que ça. Et donc je suis très très heureuse de l'avoir lu parce que c'était vraiment un coup de cœur. Donc pareil, je vous le reconseille une nouvelle fois. Alors ensuite on avait Rocaille de Pauline Cidre, donc je vous insère ici puisque je l'ai lu sur ma liseuse. Déjà, couverture magnifique, soit dit en passant. Bref, pour vous faire un résumé, on va suivre Gezi qui est un roi du royaume de Rocaille et qui se fait assassiner au tout début. Les Funestrelles vont, à l'aide d'un sortilège, le ressusciter pour qu'il puisse revenir en fait sur le trône, puisque en fait ce royaume de la Rocaille est, comme son nom l'indique, désertique, rien ne pousse, et il se trouve que les dirigeants, enfin les rois, la famille de Gezi en fait, dans ce royaume ont le sang vert, ce qui fait que eux ils peuvent faire pousser en fait la végétation, des fruits, des légumes, et ainsi alimenter finalement le peuple qui entre guillemets meurt de faim puisque rien ne pousse sur la rocaille. Et voilà, on va suivre la résurrection de Gezi. Et le problème c'est qu'en ressuscitant, il perd son sang vert, il n'a plus le pouvoir de faire pousser les choses. Donc ils vont être obligés d'aller récupérer un. Et là j'ai un trou de mémoire, je l'ai lu ce matin mais je ne me souviens plus. Bref, je ne sais plus, un mage de cette contrée. Ils vont aller chercher le dernier en fait descendant de ces mages qui ont été décimés par les ancêtres de Gezi pour qu'ils puissent aider Gezi à remonter sur le trône et à faire croire qu'il a toujours ses pouvoirs et qu'il est toujours légitime en fait. Donc on va suivre sa résurrection, la recherche du... J'arrive vraiment pas à me souvenir. Du magistre, je crois que c'est ça le mot, magistre. Je revérifierai quand même. Donc du magistre pour essayer de remonter sur le trône et sa tentative en fait pour remonter sur le trône. Voilà. Celui-là, je vous avoue que à la base, je n'avais pas très envie de le lire. Il m'avait beaucoup attiré de par la couverture et quand j'avais lu le résumé, j'étais un petit peu mitigée. Donc je l'ai lu puisqu'il fallait le lire. Et honnêtement, ça n'a pas du tout été un coup de cœur, mais j'ai été, comment dire, agréablement surprise. J'ai trouvé que ma lecture était très intéressante. Certains aspects sont très très bien faits, très travaillés et il y a vraiment une logique derrière qui fait que qu'on se dit que oui en fait c'est normal et voilà, j'ai trouvé vraiment certains aspects très très intéressants. Ce qui m'a un petit peu déçue, c'est la fin. La fin, j'ai trouvé que ça se réglait vraiment beaucoup trop rapidement en fait. À contrario, en fait, le début, j'avais trouvé que c'était un petit peu long puisque moi, j'avais très très envie en fait d'arriver au moment où il essaye de remonter en fait sur le trône alors que tout son peuple pense qu'il est mort. Et justement, en fait, c'est très long à arriver à ce moment-là. Et quand on en est à ce moment-là, c'est ici que je trouve que ça va très très vite. Donc c'est ça qui m'a un petit peu déçue.
Donc voilà, globalement, c'était pas une mauvaise lecture, c'était pas une excellente lecture, donc voilà, je suis un petit peu mitigée. Je suis quand même contente de l'avoir lu pour me faire ma propre opinion en fait et de ne pas être restée sur la couverture me plaît, le résumé pas trop, donc tant pis. Et ben au final, c'est un peu ça mon avis mitigé. Il y a des bonnes idées, il y a des choses qui m'ont un petit peu moins plu. Donc voilà pour Rocaille de Pauline Cidre. Alors ensuite on a aussi La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix que j'ai aux éditions Hachette. Oui c'est ça. Donc aux éditions Hachette. Celui-là c'est le premier que j'ai lu, je l'ai eu pour Noël. C'est ma maman qui me l'a offert déjà parce que clairement la couverture elle est trop belle. Et puis en fait même avant de faire partie du jury du PLIB, il était dans ma pile à lire, j'avais très envie de le lire. Donc clairement c'est le premier en fait que j'ai eu en ma possession et que j'ai voulu lire. Donc je me suis lancée juste après Noël au mois de janvier. Là je sais pas pourquoi j'ai déjà envie de vous donner mon avis. Je vous fais un résumé. On va suivre l'Astyanax qui est un jeune mage qui vient de passer en fait son diplôme. Et en parallèle on a Arca qui est une jeune fille qui doit avoir 12-13 ans, pas plus. Je vous avoue je sais plus depuis le mois de janvier de l'eau a coulé sous les ponts. Bref, donc Arca qui va arriver dans la ville sans vent, en tout cas Hyperborée, qui cherche en fait son père. Elle sait que c'est un grand mage, son père, qui vit là-bas et elle cherche à le retrouver. Et du coup, en fait, le chemin de l'Astyanax et de Arca vont se croiser. L'Astyanax, de son côté, il essaye d'élucider le meurtre de son mentor, en fait. Et pour ce faire, en fait, Arca va l'y aider du fait de ses compétences particulières. Et en gros, voilà, c'est à peu près ça le résumé. Maintenant, je ne vous cache pas que j'ai été très déçue en fait à ma lecture. Je sais pas en fait. De mon souvenir en fait, je pense que soit le timing était mauvais pour moi, soit j'avais des attentes tellement hautes en fait que j'ai été déçue. Objectivement, c'est pas un mauvais livre du tout, c'est pas une mauvaise histoire. J'ai trouvé que certains aspects en fait de l'univers étaient très intéressants, très bien pensés, mais le problème c'est que j'ai trouvé que c'était un peu trop survolé. Alors il y a un tome 2 certes, mais du coup c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit beaucoup plus creusé, que cet univers soit plus creusé clairement. Les personnages, autant Arca on s'y attache énormément, autant l'Astyanax, moi personnellement pas du tout. Sur la fin un petit peu plus, mais au début vraiment pas du tout. Donc au niveau personnage déjà, quand il y en a qu'un sur deux qu'on aime bien, voilà. Et les enjeux en fait de l'histoire m'ont pas touché plus que ça en fait. J'avais pas spécialement plus que ça envie de savoir qui avait tué le mentor de l'Astyanax. J'avais pas spécialement envie de savoir qui était le père d'Arca puisque très vite en fait on le devine, et c'est un des points entre guillemets négatifs pour moi, c'est qu'on devine beaucoup trop facilement certaines choses, et l'auteur je trouve elle insiste beaucoup trop lourdement sur certains détails qui nous font dire que c'est parce que ça va se passer comme ça. C'est cette chose-là qui est vraiment importante. Alors que si elle glissait les informations sans insister, peut-être qu'on verrait moins les choses venir, et que du coup, selon moi, ce serait peut-être un petit peu mieux, ça mettrait un petit peu plus de suspense en fait et d'enjeu finalement. Donc voilà, c'était une déception. C'est pas un mauvais roman, vraiment pas. Je pense qu'il est objectivement très bien. Comme je vous dis, le timing peut-être était mauvais. Peut-être que si je le relisais maintenant, j'adorerais. Voilà. Mais c'est pareil, c'est un petit peu comme Rocaille, c'est un petit peu entre deux. L'univers, je le trouve super intéressant, mais pas assez travaillé. Les personnages, il y a Arca que je trouve super génial. Voilà, c'est entre deux. Donc voilà, mais objectivement, je pense que c'est un jeunesse qui vaut quand même le coup. Donc voilà. Alors ensuite, on a également Steam Sailors, donc c'est le tome 1 L'Héliotrope de E.S. Green aux éditions Gulfstream. Donc là, on est sur aussi un objet livre assez beau en fait. Je le trouve vraiment beau. Le revers, voilà, clairement, on est sur plutôt des beaux livres. Honnêtement, pour ces 5 finalistes,
Globalement, on est sur des plutôt beaux livres, donc ça c'est plutôt bien en fait. Donc pour Steam Sailors, on est dans un monde où on a le monde d'en haut et le monde d'en bas. Il y a 4 siècles, je crois, il y avait les alchimistes qui faisaient énormément de découvertes en termes de magie et en termes de science, donc le monde était très très développé. Sauf qu'ils ont été éradiqués, ce qui fait que le monde d'en haut est resté bloqué en fait à cette période-là, et le monde d'en bas est retombé un petit peu, selon moi, comme au Moyen-Âge au final, au fin de Moyen-Âge. Donc on est là-dessus, les alchimistes ont disparu, sauf qu'il y a une rumeur qui dit qu'il y a une cité perdue en fait des alchimistes qui est introuvable en fait, donc c'est devenu une légende. Et les pirates du ciel qui sont sur l'héliotrope ont un indice et vont essayer de chercher cette cité perdue. Et notre personnage principal, donc c'est Prudence, qui vit dans le monde d'en bas, qui un jour va se faire enlever par ces fameux pirates qui vont piller en fait qui vont piller son village, et elle va se retrouver embarquée en fait sur l'héliotrope. Elle va apprendre à connaître les pirates et elle va être embarquée en fait clairement dans l'aventure pour découvrir la cité des alchimistes. Et voilà, en gros, le résumé. Honnêtement, celui-là, c'est comme pour Rouge, c'était un énorme coup de cœur pour moi. Je l'ai dévoré. Bon, il n'est pas très gros, c'est écrit gros à l'intérieur. C'est bien écrit, les personnages sont vraiment très très attachants. Clairement, j'ai un coup de cœur pas possible. Je ne vous cache pas que le tome 2 est sorti, qu'il est dans ma liste de cadeaux d'anniversaire, et que j'ai hâte finalement d'être la semaine prochaine, puisque mon anniversaire en fait c'est la semaine prochaine, pour que quelqu'un me l'offre. Et si personne ne me l'offre, eh ben c'est pas grave, je me l'achèterai et je le lirai dans la foulée, parce que franchement top, l'univers est super sympa, les personnages, tout en fait, vraiment tout y est. Et là, à contrario en fait de La Ville sans nom, pour moi les enjeux qu'il y a à l'intérieur, pour moi ils me touchaient, et j'avais envie de savoir, j'avais envie de voir où est-ce que ça allait les mener, comment ils allaient se sortir de certaines situations en fait. Et voilà, c'était un énorme coup de cœur, j'ai adoré ma lecture, et voilà, je suis très très heureuse d'avoir un tome 2 et de pouvoir me lancer dedans. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous en dire à part lisez Steam Sailors si vous ne l'avez pas encore fait, c'est vraiment bien en fait. Et le 5e livre, c'est La princesse au visage de nuit de David Braille, que j'ai lu sur ma liseuse, donc je vous mets l'image ici. Je n'ai plus les éditions en tête, je vous remettrai les éditions ici du coup. Et donc, en termes de résumé, on va suivre un homme d'âge mûr, il a 30 ans, je vous avoue, j'ai complètement oublié son prénom, qui, quand il était petit, en fait, vivait à côté de la forêt où est censée vivre la princesse au visage de nuit. Et en fait, il vivait avec ses parents qui étaient maltraitants. Et avec ses 2 amis, il décide un soir d'aller trouver la princesse qui est censée exaucer les vœux des enfants malheureux. Donc c'est une légende évidemment. Ils vont la chercher et au final, ce petit garçon-là, dont j'ai oublié le prénom, c'est le seul à revenir en fait de ce périple dans la forêt. Il ne se souvient de rien, on ne retrouvera jamais ses 2 amis. Et en fait, le fait de le retrouver après cette escapade, clairement les gens vont découvrir la maltraitance de ses parents, donc il va être placé en famille d'accueil très loin, et jamais en fait pendant les 20 ans qui vont s'écouler il ne retournera dans ce village là, sauf que 20 ans après on l'appelle pour lui dire que ses parents ont succombé à un accident de voiture, et il va revenir en fait pour l'enterrement de ses parents, et il va se passer tout un tas de petites choses particulière en fait par rapport à la légende de la princesse au visage de nuit, et puis au fait que c'est bizarre puisque l'accident de voiture de ses parents en fait il est peut-être pas si accidentel que ça, mais c'est peut-être criminel. Donc on va partir là-dessus sur l'enquête pour savoir ce qui s'est passé au niveau de ses parents.
Et puis lui, il va finalement partir en fait de son côté en enquête pour voir ce qui s'est vraiment passé cette nuit il y a 20 ans avec ses deux amis. Est-ce que la princesse existe ou n'existe pas? Et en gros, voilà. Donc, clairement, celui-là, c'est pareil, il me faisait pas envie du tout. La chose positive, c'est qu'il se lit très très vite. Franchement, je crois que je l'ai lu sur 2 jours. Quand on est dans sa lecture, en fait, on mange les chapitres sans vraiment s'en rendre compte. Donc ça, c'est vraiment le point positif. Après, je ne vous cache pas que je n'ai pas vraiment accroché. Alors, je vais nuancer quand même. Ça ne m'a pas dérangé en fait tout le long de ma lecture. Même si globalement je préfère quand c'est un roman policier entre guillemets, là pas vraiment, mais ça fait quand même vachement penser, comme il y a une enquête de police, un roman policier, je préfère l'écouter en audio en fait, donc c'est vrai que voilà, j'aurais peut-être préféré l'écouter en audio, c'est tout. Mais voilà, ça m'a pas dérangé plus que ça. Le style est sympa, donc du coup ça se lit assez vite. Par contre, là où vraiment ça ne m'a pas convaincue, c'est la fin que je n'ai pas compris. Vraiment, je n'ai pas compris cette fin. Je suis retournée en arrière en fait pour relire un passage parce que je me suis dit soit je suis vraiment très bête, soit t'es passé à côté d'une information capitale. J'ai tiré mes propres conclusions quant à cette fin en fait. Honnêtement, je ne suis pas satisfaite des conclusions que j'ai tirées parce que pour moi c'est pas crédible, c'est très complexe en fait à comprendre et il n'y a pas vraiment de logique entre guillemets, on va dire. Euh, et voilà, donc je suis partie sur vraiment, je n'ai pas compris cette fin. Donc comme j'ai pas compris la fin, j'ai trouvé que l'enchaînement en fait des situations et des explications n'était pas crédible et en plus c'était vraiment, enfin voilà quoi, c'était pour moi c'était incompréhensible finalement. Donc voilà, mon avis en fait a été complètement biaisé par cette fin puisque vraiment je me suis dit bah on va partir sur un roman où on veut quand même savoir ce qui s'est passé vis-à-vis de ses parents, où on veut savoir si la princesse existe vraiment ou pas. Et on arrive à la fin et on se dit ah bah du coup on a l'explication, d'accord. C'est pas compréhensible. Moi vraiment, c'est pas que j'ai pas compris, c'est pour moi ça ne fait pas de sens que ce soit cette explication là qui est donnée, ça ne fait pas de sens. Donc je suis peut-être passée à côté d'une information essentielle, mais globalement dans les avis que j'ai pu voir, les quelques avis que j'ai vus, c'est une critique entre guillemets que les gens font. Donc je me sens un peu moins seule déjà, je me sens peut-être un peu moins bête aussi. Mais voilà, donc globalement c'était pas une lecture, une mauvaise lecture, c'est juste que bah à la fin du coup on se dit bah voilà, donc c'est tout. En gros, voilà pour les 5 lectures, les 5 finalistes du PLIB, le résumé, ce que j'en ai pensé. Donc maintenant, en fait, je vais vous les classer en fait en partant du 5, celui que j'ai le moins aimé, et en remontant jusqu'au 1, celui qui selon moi mérite de recevoir le prix en fait. Je pense qu'au vu de ce que je viens de vous dire, vous devez vous douter de mon classement. En 5e position, je mets La princesse au visage de nuit de David Braille. Voilà, la fin que je n'ai pas compris, forcément en fait je pouvais pas le mettre plus haut dans mon classement puisque voilà, donc malheureusement je le mets en 5e position. En 4e position, je mets Rocaille de Pauline Cidre. L'univers était sympa, mais voilà, c'est pas un coup de cœur pour moi. Il y a des petites choses qui m'ont gênée, et puis le rythme de l'histoire ne m'a pas convaincue dans le sens où trop long au début, trop rapide à la fin, donc je lui décerne la 4e place du coup. En 3e position, je mets La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix, puisque ce n'est pas un coup de cœur, donc je peux pas lui donner de meilleure place en fait, mais c'était vraiment pas un mauvais roman, il m'a pas convaincue,
C'était une déception parce que je m'attendais à beaucoup trop, enfin je m'étais mis trop d'attentes en fait pour celui-là et c'est pour ça que j'ai été déçue, mais objectivement il n'est pas mauvais du tout, donc la troisième place c'est très bien, il est quand même sur le podium, donc c'est plutôt bien quand même. Et là, comme vous vous en doutez, ce qui est un petit peu difficile, c'est que Rouge de Pascaline Nolot et Steam Sailors de ES Green, c'est des coups de cœur tous les deux. Donc c'est vrai que ça a pas été évident en fait comment dire, de départager les deux, mais au final j'y suis arrivée quand même. Donc en deuxième position, je choisis de mettre Rouge de Pascaline Nolot et en première position Steam Sailors, donc l'héliotrope de ES Green. Voilà, c'était pas évident de choisir. J'avoue que j'aurais préféré qu'on puisse voter en fait selon deux catégories parce que même si c'est de l'imaginaire, ok, on a quand même Steam Sailors qui est très jeunesse et on a Rouge qui n'est pas du tout jeunesse, et en fait j'aurais aimé en fait pouvoir dire je mets Steam Sailors en premier dans la catégorie jeunesse et je mets en premier Rouge de Pascaline Nolot dans la partie adulte en fait, mais comme ce n'est pas possible, et c'est Steam Sailors qui a la première position en fait. C'est ça qui est très difficile quand on a autant de coups de cœur, après de devoir les départager. J'aurais presque préféré ne pas avoir de coup de cœur pour Rouge, mais c'est vrai que c'était une excellente lecture. Donc voilà pour mon classement pour les 5 finalistes du PLIB. Honnêtement, je suis très très heureuse d'avoir participé à cette aventure cette année. Ça m'a fait découvrir des livres que je n'aurais pas du tout lus de moi-même en fait. Ça m'a fait découvrir des romans qui ne m'attiraient pas du tout, et en fait je me suis rendu compte que c'était des coups de cœur pas possibles. Ça m'a fait découvrir des auteurs que je ne connaissais pas et que je n'aurais pas forcément découvert de moi-même, donc c'était vraiment une super bonne expérience. Je ne sais pas si je me relancerai dedans pour l'année prochaine, du fait que je vais reprendre le boulot, du fait que maintenant, avec ma fille, c'est quand même moins évident. Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, je remercie énormément en fait l'équipe du PLIB de m'avoir permis de faire partie du jury. En fait, franchement, c'était une super belle opportunité, ça m'a fait énormément plaisir. J'ai adoré en fait y participer, même si j'ai été beaucoup j'ai pas été présente en fait pour toutes les lectures communes, pour tout, sur les chats, sur tout ça. C'est vrai que j'ai fait ça un petit peu dans mon coin entre guillemets, mais c'était vraiment une trop bonne expérience. Donc je remercie encore vraiment l'équipe de m'avoir autorisée en fait à être jury. C'était vraiment trop bien. Voilà, je vais conclure cette vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!